Benoît Joulin. Donc bonjour à tous et bienvenue pour la formation, meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle année qui commence. Et donc voilà, comme d'habitude, il y a énormément de choses à dire, donc j'essaie d'aller vite et vous n'hésitez pas à poser des questions quand vous voulez, quand vous souhaitez. Voilà, sachant que pour la clarté de la chose, j'essaie d'avancer vite pour qu'on se passe. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si, on prendra un temps à la fin pour, une fois que vous aurez vu l'ensemble du truc, s'il y avait des petites questions plus précises ou d'organisation qui vous viennent à l'idée, on gardera un petit temps pour ça. Après, on fait 10h, 13h, et après 13h, on peut continuer ici. Donc voilà, donc le thème d'aujourd'hui c'est les semis. Donc on va s'occuper principalement des semis surtout en pépinière. D'accord. Pour les semis en pleine terre, on a une prochaine session qui est sur la plantation. Et moi j'avais pensé, vu qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire, j'avais pensé réserver le semis en pleine terre pour cette partie plantation. Parce que dans la partie plantation, il va y avoir tout ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est-à-dire on produit des petits plants dans une serre ou à côté en tout cas, hors sol quoi. Et une fois qu'on les aura pris, une fois qu'ils seront prêts, on va les planter dans le sol. Et là, au niveau de la plantation dans le sol, il n'y a pas non plus un truc incroyable à comprendre, que c'est juste de transplanter des plants et de les mettre dans la terre. Donc ça, il n'y a pas un énorme truc. C'est plus, donc c'est pour ça que je réserve cette partie de semis en pleine terre pour cette session plantation, où il y aura encore plein d'autres trucs à voir. Et donc là, vu que l'association va faire l'acquisition d'une serre, et que c'est vraiment un outil essentiel pour pouvoir produire des plants en avance. En fait, la grosse question, c'est de produire des plants en avance. Parce que si on sème en pleine terre, par exemple, on sème à la période où il faut pour que les semis puissent lever. Donc il n'y a pas besoin par exemple, si vous semez des tomates en pleine terre, ça va mettre vraiment beaucoup de temps à sortir, parce qu'il faut que le sol se réchauffe, et que la température de germination, c'est autour de 20-22 degrés. Donc tant qu'il ne fait pas cette température-là, par exemple, tous les poivrons, aubergines, tomates et tout ça ne vont pas germer en pleine terre. Donc c'est pour ça qu'on les fait avant et dans un endroit abrité qui est la serre, parce que sinon les trucs ne germent pas. Et donc il faut s'y prendre à l'avance pour pouvoir avoir les plants au moment, en avril-mai, ou un truc comme ça, au moment où le sol est déjà réchauffé. Donc voilà. Donc la majorité de ces semis-là, on va les faire dans des barquettes, dans des petits contenants. Et on va faire dans des petits contenants, ça ne sert à rien de faire dans des grosses jarres avec des quantités de terre hallucinantes, parce que le but, c'est d'avoir des petits plants qui vont être très racinés. Et pour que le plant soit très raciné, il faut que ce soit un petit contenant. Voilà. Donc si par exemple vous semez une graine de tomate dans un godet, donc des petits godets comme ça, c'est déjà trop gros. Parce qu'en fait, le principe d'une racine, c'est elle commence et elle descend. S'il y a un fond, ça, moi je ne sais pas pourquoi, mais personne je pense ne sait pourquoi, mais quand il y a un fond, la plante le détecte et elle va jusqu'au fond. Voilà. Pour toucher le bout, quand c'est en pleine terre, elle ne fait pas ça, elle ne peut pas aller jusqu'au fond. Voilà. Mais c'est comme si la plante le détectait qu'il y a un fond. Voilà. Donc quand il y a un fond, la racine elle va descendre jusqu'en bas. Donc dans le godet par exemple, un tout petit plantule, il va descendre sa racine jusqu'en bas. Dès qu'il arrive en bas, il commence à faire des racines sur le côté. Et donc en fait, on va avoir un plant qui va descendre jusqu'en bas et qui va faire des racines juste en bas. Voilà. D'où l'utilité de faire un tout petit contenant pour que la plante, elle descende, elle trouve le fond vite, et après elle remplit la touffe de racines, et quand on va vouloir les sortir, ils vont être bien racinés. Il ne va pas y avoir juste une petite racine centrale avec des petites radicelles tout au bout. Voilà. D'où le but de les semer vraiment dans des petits contenants. Voilà, ça c'est le truc vraiment important. Donc, il faut vous imaginer que la majorité du temps, on sème à peu près en février-mars. Tu adaptes à la région. Oui, c'est ici. Oui, c'est ici. Ouais. Je ne sais pas cultiver de toute façon. Ouais. C'est lui qui t'adapte. Voilà. Et donc voilà, on va les faire plutôt à partir de février. Voilà. Parce que déjà les heures de soleil à partir du 21 décembre commencent à remonter, donc il va y avoir un peu plus d'ensoleillement, et la lumière c'est le truc essentiel pour la germination et pour le développement des plantules. Voilà. D'où
la serre, c'est aussi un endroit qui récupère plus de lumière, déjà parce qu'il est complètement ouvert et translucide, mais aussi parce qu'avec les parois et tout, ça va permettre à l'ensoleillement de bien rentrer. Et aussi à la température, évidemment, de se réchauffer plus rapidement. Donc, dans une serre de base, il faut vous dire que s'il fait moins 12 dehors, il fait moins 12 dans la serre. Voilà. Imaginons à minuit, 1h du matin, 2h, il fait moins 12 dehors, il fait moins 12 dans la serre. La différence, c'est que si par exemple le froid commence à s'installer vers 10-11h du soir, et qui va durer, disons, jusqu'à 6-8h du matin, avant que le soleil se pointe et commence à réchauffer le lieu, dehors il continuera à faire très très froid, et le sol sera à peu près à la température de la nuit. Voilà. Alors que dans une serre, dès qu'il est 8h du matin, tout se réchauffe, il fait 30 degrés, même s'il fait froid dehors et tout, avec la chaleur et l'enfermement, ça va faire que la chaleur va monter très très vite. Et donc en fait, ces heures de très froid, elles vont durer peu de temps comparé à dehors. Voilà. Mais sinon, dites-vous vraiment, gardez à l'esprit que dans une serre, il fait la même température la plus basse, elle sera la même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut imaginer que c'est un petit film plastique qui fait 300 microns, donc c'est vraiment un truc très très fin, qui va faire que, dans tous les cas, le froid rentre et c'est pas isolé, quoi. Alors, on n'est pas dans un endroit isolé. Et vu que c'est pas un endroit isolé, les plantules, quand il y a une petite graine qui germe, tant qu'il fait beau et tout qui fait beau, la graine elle va germer, s'il fait moins 12, elle meurt. Ouais, voilà. Ça gèle. Voilà. Ça gèle vraiment exactement de la même manière que dehors. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, parce que sinon, on ne comprend pas le principe du truc que ça va mourir au premier froid. Donc l'important, c'est, dans cette serre, ça se réchauffe très vite, et vu que ça se réchauffe très vite, les moins 12 ne vont pas durer pendant des heures et des heures, mais plutôt quelques heures, et pendant ces quelques heures, il va falloir protéger quand même les plants. Voilà. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que, à l'intérieur de la serre, on va refaire un abri dans lequel il y a les semis, pour déjà calmer cette histoire de moins 12 dehors et moins 12 à l'intérieur, déjà. Et ensuite aussi pour que ça se réchauffe très très vite à l'endroit où il y a les plantules. Donc de les protéger la nuit et que le matin ça se réchauffe très très vite. Voilà. Il faut faire attention à ça parce que vu qu'on va avoir une serre dans la serre, en gros, ça va être une petite serre abri dans la serre, ça va chauffer très très vite. C'est-à-dire qu'à l'inverse, autant le froid peut les cramer, mais le chaud peut les cramer aussi. Et très très vite, c'est-à-dire que si vous laissez juste quelques heures, genre de 8h à 11h, et qu'il fait beau, qu'il fait soleil et tout, ça va faire double effet de serre, et vraiment vous pouvez cramer tous les semis, quoi. En une petite matinée, en 3 heures, comme ça peut vraiment cramer. Parce que faut imaginer que dès que le soleil tape dans une serre, il fait vite 30 degrés, même s'il fait moins de dehors, hein, vraiment, ça fait vite 30 degrés, et si vous rajoutez une serre à l'intérieur de la serre, il fait vite beaucoup plus, quoi. Et voilà, la réverbération, le fait que ce soit complètement opaque et tout, ça a tendance à vite cramer les semis. Donc il faut faire vraiment très très gaffe à ça, quoi. Voilà. Donc deuxième chose, quand on va faire ça, il y a vraiment un principe qui est que pour que les graines elles germent, majoritairement, c'est pas vrai pour toutes, hein, mais majoritairement les graines germent à peu près autour de 20-22 degrés. D'accord ? Donc pour atteindre ces 20-22 degrés, il va falloir qu'on trouve un moyen de produire de la chaleur. Parce que comme je vous expliquais, moins 12 dehors, moins 12 à l'intérieur. Donc si vous avez moins 12, même quelques heures, ils pourront germer, mais ils seront tués par le froid. Voilà. Donc l'utilité d'une serre est très très bien, mais si vous voulez vraiment commencer les plants, par exemple en février, pour les avoir en avril, il faut imaginer qu'il fait vraiment très très froid, et que pour les plantules ça ne va pas aller. Même si vous faites double serre à l'intérieur de la serre, ça va se réchauffer très très vite, mais quand le froid est là, le froid est là, quoi. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques pour pouvoir garder, pour qu'il y ait de la chaleur perpétuelle, quoi. Voilà. Donc il y a le système de chauffage, qui est vraiment, soit on chauffe donc l'intégrité de la serre, et là il faut un chauffage un petit peu performant, soit des souffleurs qui vont souffler de l'air chaud perpétuellement avec un thermostat qu'on va régler, on va dire en dessous de 5 ou 10 degrés, qui est la température où ça commence à vraiment atteindre les plantes. Il n'y a pas besoin qu'il fasse 30 degrés tout le temps, mais en dessous de 5 degrés, ça commence vraiment à faire mal.
et le top c'est de tourner autour de 10 quoi. Donc on peut mettre par exemple un petit soufflant, un soufflant à air chaud, qui va faire que ça va chauffer l'entièreté de la serre, et, mais il y aura, voilà, il faudra mettre à peu près à 10 degrés, régler à 10 degrés pour que la température ne tombe jamais en dessous de ça quoi. Ça c'est une possibilité, mais cette possibilité, donc déjà il faut acheter le soufflant, et elle est assez onéreuse parce que dans le sens que ça va chauffer des fois dans le vide, parce que votre serre elle n'est pas isolée vraiment, et c'est jamais très bien isolé, et donc l'air en fait on va chauffer un peu l'extérieur aussi, et vu que l'air froid est quand même intense et tout, ça va être difficile de la réchauffer. Donc pour vous, je pense pas que ce soit la top solution, surtout que c'est énergivore, vraiment ça consomme de l'électricité, et voilà, donc je pense pas que ce soit le top pour vous, parce que c'est vraiment un truc plus de pépinière professionnelle, et après il existe plein de techniques comme ça, mais vu que je pense que c'est pas adapté à vous, on va aller ailleurs. Donc ça c'est pour chauffer intégralement la serre, et après donc vous avez des systèmes de chauffage qui sont vraiment spécifiques à l'endroit où vous allez faire les semis. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de chauffer l'entièreté de la serre, mais vous allez chauffer juste l'endroit où il y a les semis, quoi. Donc ça, pour ça, il y a deux types de chauffage qui peuvent exister. Donc vous avez les câbles chauffants, et après ce qu'on appelle des nappes chauffantes. Bon, les deux, c'est à peu près la même chose. En gros, c'est un câble qui va courir comme ça. Donc là, on imagine qu'on a les planches sur lesquelles on va mettre les petites caissettes avec les semis. Donc il y a un câble chauffant qui passe comme ça, et lui-même donc est branché à l'électricité ici. Et donc voilà, pareil, il y a un thermostat, et donc on règle la température à combien on en a besoin. Et ce système-là est très économique, dans le sens où il va chauffer déjà par en dessous des plans. Donc vous imaginez, c'est une table avec un câble chauffant dessus, et ça va chauffer directement le plan par en dessous. Et donc ce qui fait que la petite mode dans laquelle vous allez mettre le plan, il va être directement chauffé. Il n'y a pas besoin de chauffer l'entièreté du truc. Et vu que vous le mettez dans cette serre à l'intérieur de la serre, la chaleur ne va pas s'en aller et ça ne chauffe qu'une toute petite surface. Donc ça c'est vraiment efficace pour vous, je pense que c'est vraiment très intéressant. Ça existe en solaire? On n'a pas l'électricité dans nos jardins. Alors, je ne pense pas, mais par contre je pense que ça peut exister en 12 volts sur batterie. Avec un transfo et tout, ça je pense que ça peut exister, on pourra se renseigner pour voir et tout, mais je pense que ça peut exister. Voilà, donc ceci. Tu le laisses à nu ou tu le mets dans le sable? Non, voilà, alors, c'est ce que, voilà. Donc il y a deux différentes choses. Il y a le câble chauffant, donc qui est vraiment juste un câble comme ça, qui est à l'intérieur, enfin la chaleur arrive à passer à l'extérieur du câble, c'est le but du jeu. Donc si on le fait juste avec un câble, souvent c'est ce qu'on fait. On fait un petit, sur la table de semis que vous allez avoir, vous allez faire un petit bac dans lequel vous allez mettre du sable, et dans ce sable, on va mettre le câble à l'intérieur du sable. Vu que le sable est très conducteur de la chaleur et tout, il va laisser passer l'entièreté de la chaleur, et de toute façon, vu que à nouveau c'est fermé dedans, la chaleur n'ira pas ailleurs que dans les semis, quoi. Donc voilà, donc le but c'est ça. Et la nappe chauffante, à la différence juste du câble chauffant, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. C'est juste que c'est un câble qui est mis à l'intérieur de feuilles d'aluminium et qui sont isolantes par en dessous, ce qui fait que en dessous la chaleur ne s'en ira pas, mais qui sont respirantes par au-dessus. Donc ce qui fait que voilà, la chaleur ne fait que monter. Et cette nappe chauffante, c'est hyper pratique, parce que pour le coup, vous avez juste à dérouler la nappe, la poser, la brancher, tac, et ça marche tout de suite, et c'est réglé. Et il y a un thermostat qu'on peut régler à chaque fois pour dire on veut telle température et pas telle. Et on place les cellules dessus. Voilà, on va placer des caissettes comme ça, on va les placer au-dessus, et c'est la chaleur quand elle va monter et tout qui va vraiment réchauffer la terre. Et c'est vrai qu'avec la nappe, la chaleur est plus répartie. Exactement. Le sable fait aussi ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on le met dans le sable, on pourrait mettre le câble comme ça à l'extérieur sans rien, mais le sable va permettre déjà de conserver de la chaleur. C'est-à-dire que le câble, quand il va chauffer tout le sable, et justement, il y a une espèce de régularité qui se fait dans toute la couche, là où ça va chauffer. Et on va filer des résistances aussi chauffantes là. Voilà, des résistances, ça peut marcher aussi. Après, ça dépend le type de résistance. Il existe des résistances qui sont juste des espèces de grands tubes comme ça, qui sont pareil branchés à l'électricité. Ces tubes-là, souvent, c'est pour les mettre dans un pot. C'est-à-dire que vous avez un pot avec une plante, enfin voilà, des tropiques ou autre, et on met ce tube à l'intérieur de ce pot. Voilà. Et vous imaginez bien que si vous avez un truc comme ça et que vous avez une terrine, déjà
déjà le truc va prendre vachement de place dedans, et en plus, le temps qu'il chauffe vraiment tout l'extérieur, autour du truc ce sera super bien, et puis plus on va s'en éloigner, moins ça va être bien. Donc ça, je pense que, à part pour des pots individuels, genre, je sais pas, vous avez un patchouli et vous avez peur qu'il saigne l'hiver, vous mettez ce truc-là dedans, et ben ça marche. Mais c'est vraiment pas fait pour les semis en quantité, quoi. Et donc la dernière solution qui reste, c'est ce qu'on appelle donc, des couches chaudes. Donc ça peut vraiment vous correspondre aussi si on n'arrive pas à trouver de solution, de trouver un câble chauffant qui marche soit sur semaine, soit sur batterie. Et donc une couche chaude, c'est un système complètement naturel qui va faire que vous n'aurez pas besoin d'énergie et c'est les matières elles-mêmes qui vont produire l'énergie de chaleur. Donc le principe de la couche chaude, c'est donc de faire un bac fermé quand même pour que la chaleur reste emprisonnée dedans et ne se barre pas de partout, mais quand même avec des petites ouvertures ici pour que ce soit un petit peu aéré, il ne faut pas que le truc soit complètement fermé sur lui-même, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer un petit peu dedans, donc des bacs ajourés ou des palettes entre lesquelles il y a des petits espaces entre les bouts de bois, ou même un bac entièrement fermé avec des trous dedans, quelques trous une fois de temps en temps, pour que l'oxygène puisse pénétrer à l'intérieur. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des alternances de paille, fumier, paille, fumier, paille, fumier, paille, fumier. Voilà. Et on finit par de la paille en bonne épaisseur au-dessus, pour pas qu'on soit directement en contact avec le fumier. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que quand ces couches-là, elles vont commencer à rentrer en fermentation et en décomposition après, la fermentation ça monte la majorité du temps, les matières à peu près à 60-70 degrés. Quand c'est bien fait, ça peut monter encore plus. Et donc ce qui va se passer, c'est que pendant, disons, la première semaine, pendant une semaine, ça va monter à 70 degrés. Disons. Voilà. Donc ça, c'est la période de chauffe. Là-dessus, on ne met pas de semis. Voilà. Donc on attend une semaine. Et pendant cette semaine, tout va monter à 70 degrés. Et après, ça va descendre, disons, pendant à peu près un mois. Ça peut faire plus, ça peut faire moins, mais disons à peu près pendant un mois, ça va être à peu près à 30 degrés. Et ça, c'est dans la serre également? Voilà, ça c'est dans la serre, on fabrique un bac, tac-tac, au sol, hein, et on va monter au moins à peu près 1 mètre, disons, 1 mètre de hauteur de ce mélange. Alors, vous pouvez mettre paille, broyat vert, ou du broyat de bois, mais pas avec des gros morceaux, plutôt avec des fins morceaux, et du fumier. Alors, dans le choix du fumier, il y a plein de fumiers différents. Ce qui est super, c'est le migou, donc les crottes de brebis, de mouton et tout ça, parce que vu que souvent elles sont ramassées régulièrement et tout ça, et qu'on voit encore les petites crottes, elles n'ont pas encore eu le temps de rentrer en fermentation. Et vu qu'elles ne sont pas rentrées en fermentation, il y a encore toute la capacité énergétique qui est dedans pour pouvoir vraiment faire augmenter la température. Il faut arroser. Voilà, donc au niveau de la composition de la chose, c'est qu'on va mettre beaucoup de paille en dessous, tout en bas, et beaucoup de paille au-dessus. Voilà. Et après, on fait des couches alternées, et on fait à chaque fois des petites couches de 5 à 10 cm de migou, paille, migou, paille, migou, paille. Pour que, en fait, le migou, en gros, c'est lui qui produit la chaleur, et la paille, c'est le combustible. C'est comme un feu, mais c'est un feu éteint, enfin, c'est pas un feu, en tout cas, avec des flammes. Hein? Non, ça risque pas de prendre feu, par contre, ça risque de monter à 70 degrés. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un truc. Voilà, mais là, vu qu'il est mélangé, et comme disait Bob, c'est arrosé à fond. Donc, ça, c'est le deuxième truc, c'est que vous allez faire les couches, et normalement, au fur et à mesure qu'on fait les couches, on arrose un peu, pour qu'on soit sûr que l'eau, elle est bien pénétrée partout et qu'il y en ait partout. Et donc, à la différence d'un feu, c'est l'eau qui va être la transmission de la chaleur partout, et c'est elle qui lance la fermentation. Donc, l'eau est vachement importante dans ce mélange-là. Donc, ça veut dire, on fait, disons, paille fumier, on arrose, paille fumier, on arrose, paille fumier, on arrose. Pas en énorme quantité, il ne faut pas noyer le truc, quoi. Voilà. Mais il faut quand même que, c'est comme si, il faut imaginer que c'est comme si c'était de l'électricité, et donc pour bien conduire l'électricité, il faut qu'il y ait de l'eau un peu partout, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop en quantité, sinon on va étouffer le truc. Et vu qu'après, donc on va arroser par-dessus, parce qu'après une fois que le mélange est constitué, on ne peut plus en mélanger, on va arroser par-dessus. Et donc l'eau arrivera toujours à descendre, mais c'est pour ça que surtout en bas, il faut avoir prévu de l'avoir bien arrosé pour être sûr que l'eau à chaque fois se transmet bien à toute la surface, parce qu'il arrive souvent que dans les couches chaudes,
disons les premiers 30 cm rentrent vraiment en fermentation et continuent à chauffer, alors que le reste ne chauffe pas, parce qu'il n'y a pas eu de transmission de chaleur liée, de fermentation liée à l'eau qui transmet cette chaleur, quoi. Donc voilà. Et ça, il faut que ce soit une caisson, ou bien on peut faire un trou de 1 mètre? De profondeur? Ouais. Non, moi je vous conseille vraiment de faire en hauteur, parce que déjà, si c'est 1 mètre de profondeur et que c'est dans la terre, ça respire moins, et surtout, on va se retrouver à faire les semis au sol, et que pour le dodo, ça fait mal, et comme ça on est mieux, on a une table à hauteur, et surtout aussi au niveau de l'aération, ça va faire que vraiment il y a de l'air qui passe, et qui va pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de la couche chaude, et l'aérer et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est le principe de base que vous pouvez mettre en place. Il faut récupérer vachement de paille, vachement de migou pour faire après la taille de bac que vous voulez. Il n'y a pas spécialement de largeur, ni voilà, il n'y a pas spécialement de largeur définie. À partir du moment où vous faites ce taille, il peut faire 50 mètres carrés comme 2 mètres carrés, on s'en fiche. C'est juste que on respecte à peu près ce truc de 1 mètre de hauteur pour pouvoir voilà, avoir assez de quantité pour que ça dure un mois. C'est-à-dire que si vous en mettez 50 cm, ça va durer 2 semaines. Donc c'est un peu ça le truc, et c'est pour ça que 1 mètre compte, dans le sens que ça va diffuser pendant assez longtemps la chaleur. Ce dont nous on a besoin, c'est-à-dire que si vous imaginez, on est en février et on a cette couche chaude, pendant tout le mois de février il va faire 30 degrés dans la couche chaude. Voilà. Et ça va descendre au fur et à mesure, c'est-à-dire que disons début mars ça va commencer un peu à descendre, mais vu que le soleil et la nature prend le relais, ben, c'est pour ça que c'est vraiment adapté à une culture de semis. Voilà. C'est un peu gourmand en énergie au début pour nous, c'est-à-dire de ramener la paille, enfin fabriquer le caisson, ramener la paille, ramener le migou, et faire un mélange, arroser, enfin voilà, toute cette manipulation. Ça vous réchauffe. Voilà, donc c'est un peu comme le bois, là ça réchauffe 2 fois, quoi. C'est-à-dire qu'on réchauffe nous 1 fois, puis après les semis. Et du migou, on trouve ça. Hein? Il y en a dans quoi du migou? Ah, du migou, il y a vraiment plein de producteurs de migou. Et au pire du pire, hein, il y a Berger qui en vend directement. Voilà. Mais voilà, il y a plein de producteurs de bergers. On avait le fumier de cheval, ça le fait, non? Alors justement, c'est pour ça que j'avais précisé le migou, parce que le fumier de cheval, souvent, il vient d'étable, donc soit d'étable, soit de dehors. S'il vient de dehors, la majorité du temps, les éleveurs, ils ne le récoltent pas régulièrement, ils le laissent sécher, ils le laissent se faire délaver par la flotte, partout. Et au bout de 6 mois, ils ratissent tout, et ils font un tas, et tac, voilà. Mais si on en a du frais. Alors du frais, s'il est d'étable, le truc c'est que c'est mélangé souvent avec Non, beaucoup de dehors. D'accord. Souvent, il ne faut pas qu'il soit mélangé déjà, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit frais, et que quand tu le prends, il est frais, et que tu le mets directement quand tu fais ton mélange. Le truc de l'étable, voilà, c'est que souvent en étable, ils mettent beaucoup de paille pour que les animaux ne soient pas les pieds dans la merde. Donc il y a beaucoup de paille. Et il est déjà mélangé, et souvent la fermentation a déjà commencé. Voilà, donc le but, c'est vraiment pour ça qu'on prend le migou, parce que le migou, quand ils le font même dans les parcs extérieurs, ils récupèrent parce qu'ils vont le vendre, donc ils récupèrent le migou très régulièrement. Donc ce qui fait qu'il est sec, il n'a pas eu le temps d'être délavé par l'eau et tout, et donc il y a tous les éléments nutritifs à l'intérieur pour la chaleur. Donc le migou c'est vraiment le mieux. Nous on a déjà essayé avec plein de trucs. Le chèvre aussi ça marche vachement bien, mais pareil, si ça vient d'une étable, il faut que ce soit vraiment très frais. Il ne faut pas que ce soit un tas qu'il a laissé pendant 6 mois, qu'il a fait, il a récolté, il a mis de côté. Ça c'est pas top parce que ça va monter, et puis après ça va vite s'arrêter, et il n'y aura pas ces 30 degrés réguliers qui vont se faire. Mais vraiment pour l'instant, et vu que les chevriers ne font pas ce truc que font les bergers, de faire des sacs avec du migou bien propre et tout, souvent les chevriers font pas ça. Donc la meilleure truc c'est vraiment le migou pour faire un mélange super. Et poule. Poule, mais il faudra en avoir des quantités pour pouvoir faire ces couches alternées et tout ça. Il en faut vraiment beaucoup. Mais ça pourrait se faire, mais voilà, il en faut vraiment beaucoup. Et ensuite, je vous disais, donc souvent on fait pas de migou, parce que c'est le plus évident, c'est le plus facile, la paille c'est facile à trouver, et le migou c'est facile à trouver. Mais on peut aussi mettre du broyat vert, des pelouses, du broyat de branches, avec des feuilles. Donc tous ces trucs-là et tout, dès qu'il y a du verre dedans, ça va être vraiment très utile au niveau de la fermentation et tout ça.
Mais donc, principalement, c'est à peu près ça qu'on fait. Donc, si vous sentez de le faire et tout, on pourra en rediscuter au moment où vous serez dans la réalisation de la chose. Mais voilà, c'est quand même assez simple et c'est assez facile à retenir. Il y a quelques petites choses qu'il faut gérer quand on a ce genre de choses. Comme je vous ai expliqué, ici au-dessus du bac, on va mettre une espèce de serre au-dessus de la serre pour pas que la chaleur s'en aille et soit partie, soit perdue. Il faut vraiment qu'à 8h du matin ou 9h du matin, il faut que ce soit ouvert. Parce qu'il y a une telle production de chaleur et tout que les plants ils vont vraiment chauffer. Et dès que les premiers rayons de soleil arrivent, ça fait effet de serre sur la serre et effet de serre sur la serre dans la serre. Plus les 30 degrés en dessous, ça fait vraiment trop. Voilà. Et en plus, un autre truc, vu qu'il y a une fermentation qui se fait là-dedans, il y a des gaz, genre du méthane et plein d'autres gaz qui vont monter et qui vont se retrouver sous cloche ici. Et après, ça reste enfermé et les plantes n'ont plus et l'oxygénation et le mélange habituel de l'air. Et elles, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent vraiment le mélange habituel de l'air. Donc en faisant ça, on va changer le mélange de l'air et ça ne correspond pas. En plus, il se passe qu'ils se développent des champignons. Voilà. Et donc plus c'est à l'étouffer, plus il y a de champignons. Et les champignons peuvent même aller jusqu'à créer des espèces de mycélium qui vont se déposer sur les feuilles des plantes. Et là, vous avez les feuilles toutes marronasses. Voilà. Donc il faut vraiment l'aérer tout le temps. Enfin, c'est un job, quoi. Voilà, c'est pas... Ça, c'est d'une simplicité enfantine parce qu'on l'installe et puis c'est réglé. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'entretien, à part de quand même venir le matin quand il fait beau, aérer, parce que sinon il fait vraiment trop chaud pour les plantules. Mais voilà, ça c'est vraiment très simple. Ça c'est assez simple aussi, mais il faut de la main-d'œuvre pour le faire. Et vraiment aérer tout le temps, parce que sinon ça... Et quand on découvre, par exemple, à 9h du matin, où il fait encore froid, ça risque pas de... En fait, l'autre chose, la plupart du temps, pas trop, parce que dans la serre, il fait plus la température qu'il fait dehors, parce que ça s'est réchauffé et tout ça. Et en plus, t'imagines, t'as 30 degrés qui arrivent par en dessous tout le temps, donc là, voilà. Et après, si vraiment, le mieux c'est d'avoir des thermomètres, un dans la serre et un dans la serre, pour savoir exactement quelle température il fait dans l'une et dans l'autre. Et donc la solution, c'est de mettre un voile d'hivernage. Donc des voiles à blanc, micro-perforés, enfin vous voyez où ça traverse, parce que ça permet de réguler la température tout en faisant qu'il n'y ait pas le froid qui rentre et qui tape sur les plantes directement. Donc ça c'est la solution pour ne plus avoir la serre dans la serre, c'est-à-dire du plastique et du plastique. C'est le plastique de la serre plus un petit voile d'hivernage, mais majoritairement, franchement, il n'y a pas vraiment besoin. Déjà, quand on vient, si le soleil est bien, si c'est bien exposé, si c'est plein nord, c'est autre chose, mais si c'est bien exposé, dès que le soleil arrive, à 8-9h du matin, il fait chaud dans la serre et il n'y a plus besoin qu'il y ait rien. Voilà. Donc la plupart du temps, non, sauf un petit voile d'hivernage si vous sentez que c'est pas comme il faut. Voilà, donc ça c'était pour les systèmes qui vont faire que on va se retrouver à peu près à 20-22 degrés pour que les plantes elles germent. Voilà. S'il n'y a pas ça, franchement, vous allez avoir le résultat de la petite plante, elle va germer, et puis elle va s'effondrer parce que des fois elle s'est pris des coups de froid, des fois elle s'est pris des coups de chaud et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une acclimatation à une température qui reste à peu près constante et qui fait que les plantes sont à l'idéal. C'est pour ça que je ne vous parle pas aussi du semis en pleine terre, parce que le semis en pleine terre, on le fait à la période où il faut. C'est-à-dire que, par exemple, des petits pois ou des fèves ou d'autres, on peut les planter même quand il fait froid, il n'y a pas de problème, on peut les mettre en pleine terre directement. Mais par exemple, les tomates, les aubergines, les poivrons, on ne va pas pouvoir les mettre à ce moment-là. Et si on commence à mettre en février, mars, avril, les plantules elles vont soit germer et mourir, enfin en tout cas elles ne vont pas se développer. Sauf avec ce système-là. Voilà. Si vous voulez faire par exemple du semis, je sais pas moi, de salade en pleine terre ou des choses comme ça, il faudra attendre la période idéale pour elle, c'est-à-dire à peu près mai, quoi. Ici, c'est à peu près entre les 5 glaces et tout ça, c'est à peu près à ce moment-là que ça se réchauffe. Donc en fait, soit on prend la technique de la pleine terre directe, et donc à ce moment-là on commence au mois de mai, pour disons les plantes d'été, quoi, hein, les poivrons, aubergines, tout le reste, les courgettes, tout ça. Soit on a cette technique-là qui permet de commencer en février et d'avoir, pour vous dire, un plan, ça met à peu près 1 à 2 mois à être fini, quoi, prêt à planter en pleine terre. Donc, disons c'est 1 mois
si vous le faites, on va y venir juste après, mais c'est 1 mois si vous le faites dans des petites terrines, bien serrées comme je vous ai dit, et que de cette petite terrine, vous allez prendre la plante, qui est toute petite, avec des petites racines, pour le repiquer. Ça, c'est 1 mois. Si vous voulez faire un plant développé, comme vous les achetez au marché, disons, je suis un vendeur de plants, lui, il met 2 mois pour le faire. C'est-à-dire qu'il est dans un godet, transplanté, c'est rempli de racines, le plant il est à peu près haut comme ça, vous avez un beau plant bien développé, tout ça. Voilà. Ça met 2 mois. Voilà. D'où on prévoit un rétro-planning. Donc ça veut dire qu'on va faire dans l'autre sens. On va dire, moi je veux planter mes plantes au mois de mai, et donc on enlève 2 mois. Donc mars, février. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on plante en février, parce que il fait encore froid, mais ça commence à aller vers le réchauffement. Et aussi, on a déjà gagné 1 mois ou 2 d'ensoleillement qui remonte. Et donc, toutes ces conditions-là font que la majorité du temps, on commence plutôt en février, vu le rétro-planning. Ou alors, vous vous dites, je plante en juin, et donc je commence en avril. Voilà. Mais il faut vraiment penser à ce truc, de se dire, si ça met 1 mois, je commence 1 mois avant. Si ça met 2 mois, je commence 2 mois avant. Donc pareil, si vous voulez, ça dépend de ce que vous souhaitez, c'est pour ça que je vous donne les temps, et après vous verrez selon ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre en pleine terre, disons par exemple, on va prendre les tomates, un plant de tomates de cette taille-là, dans un godet bien développé, il vous faut 2 mois. Donc il faut le faire 2 mois avant, selon le mois que vous voulez les planter. Si vous voulez les planter en mai, c'est plutôt pas mars et février. Et après, si vous voulez les planter en juin, c'est 2 mois avant. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est ce réflexe-là qu'il faut avoir, c'est de le faire en rétro-planning. Voilà. D'où l'importance de savoir ce que vous voulez, en quelle quantité vous le voulez, pour le planter où. Voilà. Donc tout ça, ce qui est super intéressant, vraiment, je vous conseille vraiment de le faire, même si des fois ça peut être un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas exactement quoi, tout ça, mais ça, justement, ça simplifie ces choses-là et ça les éclaircit, c'est de faire un plan de jardin. Une fois que vous faites un plan de jardin, même si ils sont totalement respectés et qu'on s'en fiche, pas spécialement, c'est pas un truc pour respecter exactement les lignes, on avait dit qu'on les mettrait et tout, mais c'est pour commencer à envisager surtout la quantité qu'il va falloir de plants, c'est-à-dire de peut-être pas faire 700 plants de tomates, en faire un petit peu moins. Voilà. Non mais attends, il y avait un engagement à ce moment-là. Et donc, voilà, et donc de calculer un petit peu ce que vous avez besoin, parce qu'au niveau de la place que vous aurez dans cette couche chaude, dans cet endroit de semis, et vu les projets plantes aromatiques, les trucs, les machins, que j'ai cru comprendre, tous les jardins qu'il y a, est-ce que tous les jardins vont être abreuvés par cet émissaire ou tout ça, voilà. Je vous conseille vraiment de faire un truc un petit peu calculé, pour pas vous dire on va faire 400 salades, et en fait on va en installer finalement que 100, et qu'est-ce qu'on fait des 300, et tout ça. Sachant que vous aurez une place limitée et que même si c'est dans des petites terrines et tout, ça prend toute de la place vu la diversité de plantes qu'il y a et vu que tout doit être planté à peu près en mai, disons, pour la majorité des plantes qui se plantent en mai, pas pour les petits pois et fèves et tout ça. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il va y avoir il va y avoir la queue pour dire moi je vais le planter, voilà. Donc il faut vraiment un petit peu organiser le truc pour que vous puissiez avoir vos quantités de plants et avoir votre diversité de variétés que vous mettez à semer. Voilà. Donc ça c'est vraiment important, je vous conseille vraiment de faire un plan de jardin. C'est pas pour dire je vais mettre ça à cet endroit-là et puis ça ne bougera pas, c'est là et c'est pas ailleurs. C'est plus pour savoir la quantité que vous avez besoin. Donc vous allez calculer, donc il existe plein de trucs, je vous donnerai après des supports de réflexion et tout, mais il faut surtout en fait calculer, par exemple, on va reprendre les tomates parce que c'est très facile. Les plants de tomates, vous pouvez les mettre tous les 30, tous les 50 cm, les uns des autres, dans la même ligne, d'accord? Les lignes après ont des espaces à peu près d'1 mètre, voilà. Donc quand vous savez ça, vous allez pouvoir calculer directement, de dire, ma ligne elle fait 10 mètres, et donc dans les 10 mètres, tous les 50 cm, je vais en mettre 20. Donc vous savez le nombre qu'on a besoin. Vous faites toujours un petit peu plus que ce qu'il y a besoin pour être sûr d'avoir tous les plants que vous avez besoin. Et des plants trop, c'est jamais perdu parce qu'on peut toujours en refiler à d'autres. Donc voilà, vraiment ce plan de jardin, c'est surtout pour que vous puissiez calculer le nombre de plants que vous avez besoin. Et si en plus il y a une organisation entre différents jardins qu'il faut mettre en place pour que les semis soient bien, je vous conseille vraiment que chaque petit jardin fasse son plan de jardin au moins pour savoir les quantités et puisse dire à la collectivité j'ai besoin de 20 plants de ça, de 50 plants de ça.
pour vous, ou même au niveau de l'organisation et de la coordination, ce sera vraiment mieux de pouvoir savoir ce genre de choses-là, quoi. Parce que ça ne sert à rien de produire trop, et aussi, après on va aborder le plan des semences, les semences ça coûte. Et après on verra la capacité germinative et tout, mais il y a des plantes, vous allez devoir les semer dans l'année, voire l'année prochaine, et après c'est fini. Donc des fois on achète des trucs pour rien, et puis moi, étant professionnel, on a des sacrées factures de semences, donc il faut quand même un peu gérer ce truc-là, quoi. Ça sert à rien, ça coûte trop d'argent, alors qu'en fait, voilà, si on arrive un petit peu à comptabiliser combien on a besoin, donc voilà, je vous invite vraiment à savoir combien de plants, de quoi vous allez mettre pour pouvoir vous coordonner ensemble pour faire les semis et tout ça. Ouais, jusqu'à maintenant, puisqu'on parlait des 700 pieds de tomates, moi ce que je faisais en février, enfin en juillet, début février, je mettais plein de graines dans des rouleaux de PQ, un peu de papier hygiénique, avec du terreau, et puis bon, à l'intérieur. Et je les sortais la journée quand il y avait du soleil pour pas qu'ils filent. Et après, au bout d'un mois à peu près, je repiquais un godet individuel de 6,6. Et après, je le mettais dans la serre, quoi. Bon, l'histoire de la couche chaude, c'est génial. Est-ce que je peux avoir la même méthode, ou est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite mes godets individuels, avec une graine, une ou deux graines, pour garder une qui pousse? On va en parler tout de suite. D'accord. Donc, Quel enchaînement. Bravo, Claude. merci Claude. Donc, il y a plusieurs types donc, de semis qu'on va faire pour respecter ce truc que je vous ai dit au tout début, de dire qu'il faut que le contenant soit très petit. D'accord? Ça ne sert à rien de toute façon de mettre un gros contenant pour ce que je vous expliquais au tout début. Donc, le fait que les plantules elles vont filer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que autant ça tire vers le haut quand il n'y a pas assez de lumière, le plant il devient tout fragile, tout frêle et tout. C'est pour ça qu'on les met toujours dans un endroit le plus lumineux possible, pour qu'ils aient assez de lumière et qu'ils ne soient pas en train de chercher la lumière et qu'ils deviennent faibles au niveau de la tige. Mais au niveau des racines, c'est la même chose. Si vous lui mettez un trop grand pot, les racines elles vont filer, c'est-à-dire qu'elles vont tracer tout en bas, et ça va pas se remplir, les racines elles vont avoir du mal à se développer et tout ça, parce que l'endroit est trop grand pour des si petites plantules, quoi. Ça peut marcher, parce que si vous les laissez dans le même pot pendant 2 mois, 3 mois, la plantule elle va réussir à se débrouiller, mais le but vraiment là c'est pas ça, c'est d'avoir une productivité assez importante, et donc de les mettre dans des tout petits contenants, et pour que vraiment ça remplisse ce petit contenant, et après qu'on fasse la transplantation. Voilà. Donc, il existe plein de types différents et ça va être adapté selon les variétés de graines que vous allez vouloir faire. Donc, en gros, il y a différents types de contenants. Bon, je vous les schématise vite fait. Donc, ça, c'est, on va dire une terrine. Ça, c'est ce qu'on appelle des mini-mottes. Je vous explique quoi. Et ça, c'est un godet. Donc, les terrines, comme je vous dis vraiment, les terrines, c'est des petits bacs en plastique, quoi, qui sont comme ça, et à peu près larges comme ça. Vous voyez, donc des petites terrines vraiment très fines, très larges, quoi. Les mini-mottes, c'est ce qu'on appelle des plaques alvéolées. Donc c'est des plaques dans lesquelles il y a des petites réservations, comme des godets, quoi, mais tout petits et serrés les uns contre les autres. Voilà. Donc, ce qui fait que, bon, ça c'est vraiment le truc de professionnel, c'est vous avez des plaques de 100 trous, 144, 50, selon la taille du godet, enfin, selon la taille de la mini-motte que vous voulez. Et ça, il en existe des centaines de tailles différentes, donc il faut trouver la taille adaptée à vos semis majoritairement, pour que, le but vraiment c'est que, ce que je vous ai dit pour les racines, c'est-à-dire vous imaginez une petite graine qui va germer et qui va faire des racines là, tout petites quoi. Et le but c'est que très rapidement dans le mois, elles remplissent ce tout petit trou et qu'elles soient bien racinées, que quand on la sort, tac, elle est bien racinée, il n'y a rien qui, la terre se barre pas et tout. On a un petit plant bien serré, bien touffu, et tac, on le met en pleine terre, et là après il se développe en plus. Vraiment le but c'est ça, c'est d'avoir un truc qui est bien serré, bien fourni, et donc il ne faut pas s'inquiéter de se dire ah mais il n'y a pas assez de place dans ce truc là et tout, ça va être vraiment trop serré et tout, les trucs ils vont pas se développer. Le but c'est pas qu'ils se développent dans la terrine, c'est juste qu'ils germent, la plantule se développe, les racines se font, et quand on a ce complexe là qui est bien homogène,
le plant après il se développe tranquille, sans problème. On ne le remet pas dans un godet un peu Voilà, grand. donc c'est Ah. ça qu'on va faire. C'est que soit vous prenez cette petite plantule, donc là, ici dans ces trucs-là, on est à 1 mois. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on met 2 mois à faire un plan développé et 1 mois à faire un plan juste. Voilà. Donc, soit vous prenez cette mini-mode, donc c'est toujours pareil le rétro-planning. Si vous voulez le planter en avril et que vous voulez faire juste un mini-mode, vous pouvez faire en mars les semis. Comme ça, de mars à avril, tac, il y a 1 mois, le petit plantu il est bien, vous le prenez, vous mettez en pleine terre et c'est parti. Sinon après il y a l'autre technique de prévoir 2 mois à l'avance. Et donc vous allez faire cette plantule, une fois que vous allez faire cette plantule, vous allez la prendre et la mettre dans un godet. Pareil, on n'augmente toujours que d'un tout petit peu le contenant dans lequel on met les plants. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de prendre un petit plantule et de le mettre dans un gros pot, sauf si vous le laissez toute l'année là-dedans. Voilà. Mais si vous voulez le faire développer pour après le mettre en pleine terre, il faut toujours que le contenant soit assez petit. Voilà. Ça ne sert à rien de prendre une plantule et de la mettre dans un énorme pot, elle ne sera pas plus grande. Au contraire, ce que je vous expliquais, elle va sentir qu'il y a un bac fermé et elle va aller jusqu'au bout le plus loin possible. Et une fois qu'elle sera allée au bout, elle va commencer à faire des radicelles, des petites racines et tout ça. Donc le but, c'est la même chose, c'est de garder un tout petit contenant. Et donc par exemple, les godets, souvent, il y a plusieurs dimensions, hein, pareil, mais c'est soit 6-6, soit 7-7, soit 8-8. Bon, il existe des 9-9, mais là, pour des semis comme ça, de petites plantes, un 9-9, c'est déjà un peu trop. Voilà, mais c'est donc des centimètres, c'est 8 cm sur 8 cm. Ça, pour vous donner une idée, les mini-modes, c'est disons de 2 à 4 cm de large d'un seul truc, hein, de là. D'une seule petite alvéole va faire entre 2 et 4 cm. Donc vous voyez que c'est vraiment un truc tout petit, mais ce qui permet d'avoir sur une table, dans une toute petite serre comme vous aurez, d'avoir une rentabilité super intéressante, parce que vous allez avoir une plaque à peu près, je sais pas, ça fait à peu près 30 cm sur 20 cm, vous avez 100 plants dans une plaque comme ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça l'intérêt. D'où tout ce que je vous expliquais avant, le câble chauffant, tout ça c'est des petites surfaces, mais des surfaces qui sont vraiment productives, quoi. Dans le sens où vous allez mettre peut-être 1000 plants sur une petite table, et d'un coup vous avez 1000 plants qui sont chauffés, qui sont au top. Voilà. Et donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est pas de mettre plein de gros godets avec plein de graines dedans. Le but c'est vraiment de mettre, si vous le faites en mini-mode, de mettre quelques petits plants et qui vont tous se développer bien comme il faut. Et après, si vous avez décidé de le retransplanter en godet, vous pouvez le retransplanter en godet. Quand le plantule il est développé et qu'on le retransplante en godet, il n'y a plus besoin qu'il soit sur la nappe chauffante. Voilà. Là à ce moment-là, il peut sortir de la nappe chauffante, être laissé en serre. Et donc après vous avez plusieurs choix, mais la majorité du temps, si vous faites le truc classique, disons de commencer en février le semis et donc de le transplanter dans le godet en mars, ce que je vous ai dit, 1 mois. Si vous le transplantez en mars, vous voyez c'est déjà mieux qu'en février au niveau de la chaleur et du froid surtout. Et là souvent ce qu'on fait c'est qu'on refait à l'intérieur de la serre, donc là au sol ou un petit peu surélevé, mais on refait un petit abri sur lequel on va mettre une voile d'hivernage et plastique. C'est-à-dire que vous refaites un abri, le voile d'hivernage va empêcher le froid de rentrer et le plastique va faire que ça va se réchauffer. Voilà. Donc les deux sont utiles et ça pareil on débâche le matin. Donc les plantes reprennent vite la chaleur et tout ça. Et surtout la luminosité, parce que si vous avez voile d'hivernage et plastique, c'est assez opaque et assez fermé. Voilà. Donc il faut vraiment aérer pour que aussi ça s'aère, parce que c'est vraiment à l'étouffer. Les plantes elles adorent ça, parce qu'elles consomment du dioxyde de carbone et tout ça. Donc là elles sont complètement à l'étouffer, elles sont trop bien, mais à un moment quand même pour l'aération, l'humidité et tout, il vaut mieux quand même aérer. Voilà. Et pour ce que je vous ai dit, la chaleur aussi, c'est que ça va cramer. Parce que si elles sont sous ce voile et plastique dans une serre qui elle-même va être à 30 degrés à 10h du matin, voilà, c'est le même principe que ce que je disais pour la mini-serre à l'intérieur de la serre. Donc, dans les terrines, on va mettre du terreau jusque là. Donc vite fait, cette surface-là, on ne met jamais à ras-bord ici. Parce que si vous le mettez à ras-bord, déjà quand vous allez arroser les graines, on va les mettre ici, quoi. Vraiment juste en dessous, à une toute petite, à 1 cm maximum de la surface. Donc ça veut dire qu'elles vont vraiment être en surface. Si vous mettez la terre jusqu'en haut à ras, dès que vous allez arroser, la terre de surface la terre va gonfler et donc elle va sortir de la surface. Donc après, elle va se barrer. Et souvent les graines se barrent. Elles sont à nu. Voilà. Donc vraiment respectez juste ce petit truc de mettre un tout petit peu plus bas que le haut du pot.
Voilà, et là on va les semer. Donc vous imaginez, c'est une petite terrine qui fait, je sais pas, donc imaginons la moitié de ça, comme ça, quoi. Et là-dedans, vous allez mettre des petites graines, donc on va parler après des variétés, parce qu'on n'est pas tout pareil, mais vous allez mettre des petites graines en surface, voilà, tac tac, elles vont toutes germer, un peu en touche, comme ça. Et la technique, c'est de, une fois qu'elles sont un peu développées, au bout d'un mois par exemple, vous allez prendre cette mode entière et vous allez séparer plantule par plantule. Ou 2 par 2, 3 par 3, enfin ça ce sera à vous de voir selon la variété. Mais voilà, en tout cas c'est ça le principe, c'est qu'on les fait toutes germer serrées, et après on les récupère, on les ressort, et on prend plantule par plantule et on replante, voilà, soit dans un godet, soit dans le système que vous aurez pris. Mais en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on fait. Voilà, pour la terrine. Pour les minimotes, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le plant, il est individualisé, il a son petit pot à lui tout seul, il va faire ses petites racines, toc, une fois que les racines sont sorties, vous prenez la plantule, tout, vous avez un petit plant développé avec ce qu'il faut de racines en dessous. Donc ça, c'est vraiment pour ça que les professionnels utilisent ça, parce que c'est la méthode la plus évidente. C'est comme des mini-godets, quoi. Voilà. Et donc 2 cm. C'est-à-dire que 2 cm de large, ça fait un truc comme ça. Hein. Et souvent en profondeur, c'est 4, 6 maximum. Donc vous voyez, ça fait un truc haut comme ça et tout petit comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, quoi. Voilà. Et ensuite, le godet ne marche pas que pour ce qu'on disait de la transplantation, ça marche aussi pour semer des graines en direct dans le godet, malgré tout ce que je vous ai dit avant, il ne faut pas des trop gros pots. Mais par exemple, pour tout ce qui est grosses graines, haricots, courges, maïs, plantes comme ça, vu que c'est des grosses plantes et que c'est des grosses, beaucoup de racines et que c'est des grosses graines, souvent la graine ne rentre même pas. Quand vous voyez les graines de haricots, la graine elle rentre même pas là-dedans. Voilà. Donc soit vous prenez des plaques, nous c'est ce qu'on fait, hein, mais vous prenez des plaques de minimote dans laquelle la minimote elle fait à peu près cette taille-là, et pour le coup elle fait plus 2 cm sur 4, mais elle en fait plutôt 5 sur 8. Voilà. Donc ça ressemble à un godet, mais donc il existe des plaques comme ça, donc c'est toujours la même chose, hein, c'est pour l'efficacité du truc, c'est que vous avez des plaques avec comme des godets, un peu plus petits quand même qu'un godet de 6,6, pour qu'on puisse planter les grosses graines dedans. Donc soit vous prenez les minimotes, soit vous prenez des godets directement, et voilà, donc tout ce qui est courges, haricots, fèves, maïs, voilà, toutes les grosses graines, on peut les planter directement en godet. Voilà. Et après, c'est un peu la même solution à chaque fois que la terrine et tout ça. C'est soit, par exemple, pour les haricots, vu que vous imaginez, si vous avez déjà planté des haricots, souvent on les met serrés et on fait toute la ligne remplie de haricots. On ne va pas mettre des haricots tous les 30 cm pour qu'il y ait de l'espace entre les haricots. Les haricots, on les met tous serrés, quoi. Donc par exemple, voilà, pour ça, on va semer 3, 4, 5 graines à l'intérieur du même godet. Donc pour la même chose aussi, pour que ça remplisse le plus vite possible le plant et que ça le mette vraiment, que les racines soient vraiment bien touffues à l'intérieur du godet. Voilà. Pour les plants, par exemple, de maïs, vous pouvez faire la même chose, de mettre 3-4 maïs à l'intérieur du godet, et une fois que vous allez les sortir, soit vous les séparez, soit vous les mettrez par poquet de 4 dans le jardin directement. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est à vous de voir au niveau de ce que vous avez envie, mais sachez voilà, que pour les grosses graines, on peut directement les mettre en godet, mais parce que c'est des grosses graines. Voilà. Pas, voilà. Les autres, ça ne marchera pas, ça marche pas bien, tout ce que je vous expliquez. Voilà, donc pour ce qui en est de ça, donc, voilà, revenez pour ce truc-là. Ouais, le problème, c'est que pour les minimotes, on vend des trucs pour faire des minimotes, mais c'est quand même cher, quoi. Donc c'est pour ça que j'utilisais la méthode des rouleaux de papier hygiénique. Autant la terrine, on peut utiliser les caisses de poissonniers, là. Ça, c'est nickel. Mais les minimotes... Alors, les minimotes, il faut savoir plusieurs choses. C'est que, selon la qualité de ce qu'on prend, c'est réutilisable et indestructible. Si on les tient bien, nous, on a très l'habitude, vraiment, nous, on les réutilise perpétuellement tous les ans. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres et qui ont tendance à se détruire, mais majoritairement, si vous faites bien attention et que vous leur marchez par-dessus et que vous ne les jetez pas n'importe où, si vous les remettez bien propres à chaque fois, franchement, ça dure des années et des années. C'est-à-dire genre 5 ans, 10 ans, si vous les entretenez bien et qu'elles ne sont pas fragiles, la majorité du temps, ça tient vraiment très longtemps. Donc je suis d'accord avec toi qu'au début, ça fait un petit investissement,
de dire bon, c'est pas un truc récupéré, qu'on paye 0, là c'est un truc qu'on paye un peu. Mais voilà, selon le besoin que vous en aurez, franchement, si vous les entretenez bien, ça dure des années et des années, et vous pouvez tous les ans réutiliser les mêmes terrines, les mêmes, tout sera réutilisable. Bon, voilà, après, ça c'est à vous de voir. Et nous aussi, on en commande tous les ans. Donc, si vous en avez besoin de pas beaucoup, il y a possibilité de le prendre sur nous. C'est-à-dire que nous, on fait nos commandes comme d'hab. Et si vous avez besoin de 50 plaques, bah, moi, dans mon carton, je file 50 plaques et vous me payez au prorata 50 plaques. Hein, vous voyez. Je les vois pas, elles sont en fait en quoi? En plastique. C'est du plastique, ça. Ça pourrait Là, c'est d'ailleurs une être mini-motte, là, pris je en veux dire. charge par les subventions. L'achat. Si c'est possible, voilà. Peut être une facture. Des boîtes d'œufs. Avec facture. Aussi, une boîte d'œufs. Alors, Ça, c'est voilà, pas ça. donc par rapport à la question que je sentais venir, Claude, c'est en plastique, la majorité du temps, pour que ce soit réutilisable et qu'elle ne se délite pas, à premier arrosage, et c'est le problème des boîtes d'œufs, c'est qu'en fait, la truc elle se délite super vite, vu que je vous dis c'est à peu près un mois, par exemple une taille de boîte d'œufs ce serait à peu près un mois, en un mois, franchement le truc il n'existe plus, il est déchiré, à moins de le mettre dans un contenant rigide, qui va faire que ça va garder la rigidité, et que voilà, donc bon, franchement, Mais, voilà. moi, je fais comme Claude avec du papier toilette, des rouleaux de papier toilette, comme vous les faites là, et après je plante direct, puisque ça se décompose. Voilà, c'est tout à fait, vraiment c'est tout à fait possible. La question c'est juste si vous êtes plusieurs jardins à utiliser le même truc, ça va être compliqué de manipuler les trucs, de les transplanter, de les gérer et tout. Et en plus, le truc là par exemple quand ça marche, le papier hygiénique, c'est soit avec des graines qui ont une top germination, genre tomates, des trucs comme ça. Les fèves, il y aurait même besoin de rien, hein, c'est-à-dire tu jettes une fève, elle va pousser. Tu vois, non mais c'est aussi ça, c'est que si on le fait avec des trucs faciles, bon bah d'accord, la technique marche, mais en fait c'est pas spécialement la technique qui marche, c'est plus la graine qui, elle, une forte germination, tu vois ce que je veux dire. Donc la différence c'est ça. Après quand tu vas commencer à vouloir semer des trucs genre les aubergines, les poivrons, qui sont un petit peu plus compliqués, un peu plus qui réclament plus d'attention, d'un coup tu vas voir que les techniques qui marchaient sur d'autres trucs ne marchent plus, parce qu'en fait elles ont besoin vraiment d'un truc très précis, et en plus le petit problème de ça c'est que certes, même si ça se décompose, hein, enfin je veux dire une fois la mise en terre il n'y a aucun problème, mais c'est quand le plant se fait, c'est-à-dire qu'il va faire ses petites radicelles contre du papier, et après il faut qu'il aille trouver la terre qu'il y a sur les côtés. Et des fois, il se passe, quand les racines sont trop petites, trop fines, comme pour les salades ou quoi, elle ne va pas réussir à percer le papier et elle va rester bloquée là-dedans. Et elle va faire des racines. Donc il y a un truc, c'est que souvent on fait des boutures dans de l'eau et après on les transplante dans la terre, soit directement, soit en godet, tout ça. Mais en fait, les racines d'eau et les racines de terre ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que vous allez faire une bouture, elle va faire dans l'eau, elle va faire des racines, genre de la menthe par exemple, c'est le truc le plus facile qui puisse se faire. Vous mettez de la menthe dans de l'eau, elle va faire des racines, vous allez la prendre, la mettre dans de la terre, toutes les racines vont mourir et elles vont refaire des racines de terre. Mais vu qu'elle a déjà des petites radicelles qui ont pris des micro-organismes, qui ont pris ce qu'il y avait à manger, le plant, vous pourriez lui enlever toutes les racines, il va tenir quelques temps, une semaine, ou comme ça. Donc après, vous mettez dans la terre, il va refaire des nouvelles racines, et là, il va repartir. Donc souvent, la bouture d'eau, pour certains trucs, c'est idéal, parce que ça prend super vite, c'est hyper facile, mais la majorité du temps, ça repart à zéro. Mais ça n'empêche pas que c'est une bonne technique, hein. Mais c'est pour vous dire que des fois, si vous gérez bien le truc de prendre la bouture et de la planter en pleine terre, ou souvent dans une minote ou dans un godet, ça va être exactement le même résultat. C'est-à-dire, voilà, il faut juste, la différence, c'est que dans de l'eau, c'est un milieu qui ne bouge pas, quoi. L'eau, c'est de l'eau et ça reste toujours de l'eau, alors que la terre, c'est soit trop sec, soit trop humide. Et le truc de la bouture, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des boutures qui vont demander un terreau un peu plus, que le terreau soit un peu plus humide, et d'autres qui vont vouloir que le terreau soit un peu plus sec. Et on est vraiment dans le un petit peu plus. C'est-à-dire que si c'est trop humide, ça va pourrir, et si c'est trop sec, ça ne va pas prendre. Donc vraiment, c'est en ça où la bouture, c'est un peu compliqué. C'est que, et je parle toujours pareil, hein, pas pour les trucs faciles, pour les trucs plus compliqués, des fois, c'est vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Vous allez arroser, et ça va être trop arrosé, et la bouture, elle ne va pas prendre. Et des fois, vous allez arroser, c'est pas assez arrosé, la bouture, elle ne va pas prendre. Donc, vous voyez, la complexité, c'est plus ça à gérer. Mais une fois que vous avez compris ce truc-là, on s'adapte selon la variété, quoi. Par exemple, si vous faites des cistes ou des romarins ou des trucs, ça ne va pas être la même chose que si vous faites de la menthe, quoi. Voilà. Et donc, pour ça, ça va être vraiment différent. Sachant qu'en culture potagère de légumes, majoritairement, on ne fait pas de bouture, donc voilà.
Mais pour tout ce qui est aromatique et tout, ça va être vraiment très aidant de pouvoir faire de la culture. Donc, ensuite, donc là on a vu la chaleur, le contenant, et maintenant on va voir le contenu. Donc il y a deux choses, c'est le terreau et les graines. On va commencer par le terreau, la partie graine, c'est quand même la partie la plus massive. Dans les contenants, Benoît, les trucs en tourbe, tout ça, ça s'utilise plus, ça. Voilà, alors si, en fait, c'est un peu la même chose que la boîte d'œufs, c'est qu'elle se délite assez rapidement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, quand on l'achète, elle est sèche, la tourbe, et elle est rigide. Voilà. Et donc, là, au début, c'est super, parce qu'elle est bien comme il faut et tout. Mais en fait, rapidement, elle va se mettre à gondoler là, sur les côtés, comme ça. Ou alors, au lieu qu'elle reste comme ça, elle va s'affaisser un peu comme ça, et ici même souvent ça s'affaisse là, enfin, voilà. Et en fait souvent la terre, au début la terre elle est bien serrée partout, à tous les endroits stratégiques, dans les fonds et sur les côtés, et puis en fait vu que le truc va se déliter comme ça, et puis va se déliter comme ça, au bout d'un moment, la terre qui était au début bien carrée tac tac, ben, il va y avoir des espèces de poches un peu partout comme ça, et ça va faire des trucs bizarres, et à la fin ça te fait un truc comme ça, qui fait que tout ça, plus rien n'est en contact avec la mode, enfin bon voilà, ou alors tout ce... voilà, enfin bon. Donc écologiquement, je suis d'accord à ce que vous pouvez peut-être penser, c'est génial. Mais c'est compliqué à gérer quoi. Là, on est plein de pépiniéristes à vouloir tenter de se dire on se fait avec de la tourbe, du champ, du truc, du machin. Franchement, pour l'instant, personne n'y arrive quoi. Les seules personnes que j'ai vu réussir à le faire, ils le remettent dans un godet en plastique. Mais après, ils donnent aux gens pas le godet en plastique, ils donnent juste le truc de tourbe aux gens, ou le champ, et voilà. Donc bon, après... c'est l'emballage final, ouais. Non, voilà, après l'utilité en lui-même d'avoir ça, ce qui est génial, c'est que quand ça se tient, quand ça se tient, voilà, tu le plantes direct vu que c'est biodégradable, et surtout, les racines, elles vont réussir à aller jusque dans ce matériau, et ce qui fait que il n'y aura pas de transition difficile entre la sortie du pot, parce que vous imaginez dans un godet, ce qui va se passer au niveau, racinaire, c'est que le plan il est comme ça, bon bref, et au niveau racinaire, quand ça va aller toucher, ça va se mettre à ce qu'on appelle chignonner, donc ça veut dire que là les racines elles vont descendre ici, là elles vont descendre sur les bords, sur les parois, là en bas elles vont commencer à descendre ici, et si au fur et à mesure du temps on le laisse trop longtemps dans ce godet, elles vont commencer à tourner, à chignonner, à faire donc ce qu'on dit chignonner. Mais alors, tant que c'est un petit plan et qu'on est dans ces périodes de 1 mois, 2 mois, franchement le chignon n'est pas dérangeant. Et au pire, s'il y a un vrai gros chignon qui s'est fait, parce que la plante était vigoureuse et tout, bon déjà ça veut dire que tout le reste est rempli, hein, donc on est plutôt bien. Et après, c'est quand on sort la plante et qu'on va la planter, juste on effiloche un petit peu le bout des racines qui ont commencé à faire des paquets. Et c'est juste ça. Le but, c'est qu'il faut se dire qu'une racine, elle descend de manière droite et constante. Et donc, si à un moment, elle a chignonné dans le pot et qu'on la remet en pleine terre, elle se retrouve avec un truc chignonné, elle ne sait plus par quel bout le prendre, par où partir. Donc, le but, c'est même carrément, des fois, on coupe le fond. On coupe le fond entièrement pour que, là, ici, quand ça commençait à chignonner ici et que ça commençait à faire des trucs droits, on enlève tout ça et on se retrouve qu'avec de la racine droite qui sait dans quelle direction elle est. Voilà. Et c'est vraiment... Enfin, c'est pas un problème, quoi. Bon, ça c'est une pépiniériste, mais le pépiniériste qui dira, faut jamais que ça chignonne et tout. Bon, après, c'est des théories différentes. Mais si vous faites ça, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à couper. Si vous avez un vrai, c'est vraiment fourni comme je vous ai montré là, ça, vous pouvez le bas, vous pouvez l'enlever, ça ne nuira pas du tout à la plante, voire le contraire. C'est-à-dire que c'est un peu comme la taille. Dès que vous allez tailler, ça va multiplier le nombre de branches sur la plante. Et là, c'est la même chose. Si vous coupez les racines, ça va multiplier le nombre de radicelles qui vont se faire. Voilà. Sachant que quand on fait ces techniques-là, ce qui sont les techniques habituelles, le point important, c'est la transition entre le godet et la terre. Voilà. Donc le but, c'est que le plant rencontre la terre et directement fasse contact avec la terre et dise super, j'ai trouvé un endroit parfait et je vais pouvoir m'y mettre. Quoi. Voilà. D'où référence au cours d'avant. Si tout a été fait comme il faut, le plant il va trouver la terre et puis il n'y aura pas de problème. Voilà. Sachant que dans les terres argileuses c'est plus compliqué parce que les terres argileuses ont tendance à se resserrer et dans les terres sablonneuses ça va être plus facile, mais il y a ce problème de nutriments dont on a parlé déjà, tout ça. Voilà, donc le terreau. Alors. Vous n'avez pas suivi l'acte 1, on a l'enregistrement. Alors le terreau. Donc on va commencer par le moins évident pour le plus évident.
on peut fabriquer son propre terreau soi-même, évidemment, mais il y a une petite technicité, et surtout, il y a une petite technicité dans le fait d'avoir une matière idéale pour faire ça. Donc vous pouvez faire du compost, le récupérer, et l'utiliser comme terreau pour semer dans les caissettes, dans les terrines et dans les mini-modes. Ça, il n'y a aucun problème, c'est faisable, et voilà, c'est tout à fait faisable. Donc je dis qu'il y a une technicité dans le sens où le mélange de matière, le compost, va être important. C'est-à-dire qu'il va falloir des matières particulières et pas le tout venant n'importe comment, laissé dans des bacs dans lesquels ça fermente et ça fait des trucs paragoûtants, qu'on ne va pas pouvoir utiliser, qui vont être surchargés, qui vont être... c'est une espèce de mélasse. Même si à la fin ça fait du terreau, c'est une espèce de mélasse, quoi. Et faire un semis de petites graines magnifiques dans la mélasse, c'est pas le top. Voilà. Et après, sinon, très facilement, je veux dire, par exemple, nous, on fabrique notre propre terreau depuis 15 ans, donc voilà. Pour faire du terreau, il faut vous imaginer, il y a le compost. Donc le compost, c'est toute la phase de décomposition de matière organique, hein, donc c'est comme ça qu'on le nomme généralement. Le terreau, c'est la finalité de tout ça. C'est-à-dire que on peut prendre, quand on fait du compost, il y a ce qu'on appelle le compost jeune. Donc c'est lui qu'on va mettre, par exemple, si on met du compost en pleine terre, c'est-à-dire que vous faites un tas, puis après vous prenez du compost, vous l'étalez sur votre jardin. Quand on prend compost jeune, on l'étale en très petite quantité, un peu comme du fumier. Et on va en mettre en toute petite quantité. Plus il va vers, plus les mûrs, donc décomposés, plus on peut en mettre en quantité, même s'il n'y a pas besoin d'en mettre des grosses quantités, mais plus on peut en mettre en quantité. C'est-à-dire qu'un compost mûr, on ne va pas en mettre beaucoup dans tous les cas, parce qu'il n'est pas fini au niveau de la décomposition des matières. Donc on va en mettre qu'un tout petit peu. Un compost mûr, on peut en mettre plein. Et le dernier stade, c'est ce qu'on appelle du terreau. C'est vulgaire parce qu'il n'y a pas un terme pour ça, mais on l'appelle terreau. Il faut l'utiliser pour mettre dans les terrines, ou le truc terreau. Mais voilà, le terreau, c'est juste un compost ultra mûr et ultra fini. C'est-à-dire que la différence entre un compost jeune et un compost mûr, c'est qu'on ne voit plus les matières duquel il a été composé. Donc à partir du moment où vous prenez dans votre compost les matières, vous regardez, s'il reste des bouts de bois, des trucs, des machins, ils sont plutôt encore à mûrir, et s'il n'y a plus rien, c'est qu'il est mûr, et qu'il est fini. Et là, c'est du terreau. On peut tamiser quand même. On peut tamiser. Voilà, on peut le tamiser, de toute façon, pour ce qui est terrine et tout, on va le tamiser dans tous les cas, parce qu'il va rester des petits bouts de bois qui n'auront pas fini. Enfin, quand je vous dis le compost il est mûr à partir du moment où on ne voit plus rien, c'est qu'il peut rester un bout de bois ou deux, il peut rester un truc, un machin, et il restera des cailloux, dans tous les cas, qui eux ne se décomposeront pas, et donc on se retrouve avec des cailloux, d'où il faudra le tamiser absolument, parce que ce que je vous ai expliqué, la mini-motte elle fait 2 à 4 cm, sur 4 cm, donc il va imaginer un petit truc de 4 cm sur 4 cm, si là il y a un caillou, voir s'il y a un caillou, ben, vous voyez que on se retrouve plus avec le même truc. Mais même s'il y a des petits cailloux, la racine elle va faire comme ça, et c'est de la place de perdu, vraiment. Et entre 4 cm sur 4 cm, on essaie de ne pas perdre de place. Et en plus, au niveau racinaire, ça va faire un truc un peu bizarre. Le plan, quand vous allez le sortir, il ne va pas se tenir parce qu'il y a ce caillou qui va tomber et que ça va déliter la terre et tout. Voilà. Donc, on l'a mis sur, pour ne pas avoir, il faut vraiment de la matière très fine. Vous verrez dans les sacs de terreau, ils sont toujours hyper tamisés, c'est hyper fin, pour que justement, quand on le met dans les terrines, ça fasse un bon bloc bien serré, bien organisé, et que la racine, elle fait son truc là-dedans. Vu que c'est des toutes petites matières, la racine vont pouvoir faire des radicelles tout de suite et très facilement. Alors si c'était des matières plus grossières, elle aurait plus de masse, elle aurait plus de temps. Donc à chaque fois, c'est un truc d'optimisation et que ça aille le plus vite possible et que ce soit le mieux possible. Voilà. Donc vous pouvez faire votre terreau en respectant aussi, par exemple, donc, les matières que vous allez mettre dedans. Donc je ne vous parle pas de la mélasse, mais disons le truc plutôt idéal, c'est d'avoir, par exemple, disons, du broyat de bois et de feuilles et de branches, tout ça, et du fumier. Si vous faites le mix de ces deux trucs-là, vous avez un compost au top. Après, vous pouvez rajouter tout plein de trucs, de la pierre, rajouter du sang, de la corne, enfin tout ce que vous avez envie, des matières et tout, mais voilà, majoritairement, si vous prenez du fumier et du broyat de bois, et de la paille et tout ça, vous mélangez les deux et ça vous fait un compost parfait, quoi. Voilà. C'est juste, de toute façon, le compost, c'est la décomposition des matières. Donc, vous pourriez à la rigueur mettre n'importe quelle matière, mais ces deux matières mises ensemble restent quelque chose d'aéré, d'agréable et de travaillable, alors que si vous balancez tous vos déchets n'importe comment, ça ne fait pas la même chose, quoi.
optimale et tout, et que le fond sera toujours bon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever votre mètre de mélasse, vous allez tout virer, et vous allez garder les petits 30 cm qui sont, ou les 10 cm qui sont au fond, et eux ils seront tout noirs, tout fins, tout bien décomposés. Moi de mon côté j'avais des cochons d'Inde, donc j'avais les crottes de cochon d'Inde avec le foin, mélangé avec le foin, et je faisais donc, quand je nettoyais l'enclos, je faisais foin et crottes et mes légumes, enfin tous mes déchets alimentaires, et je remettais les couches. C'est bon quand même. Ouais, c'est super, c'est super. Ah ouais, après j'ai eu... Non, c'est super, après c'est vraiment, il faut juste Bon, les comprendre feuilles mortes que et tout, il faut que la décomposition se fasse bien. Si la décomposition ne se fait pas bien, c'est là où il commence à y avoir des mélasses, des trucs mal organisés et tout. Si c'est juste de la paille et du crottin de quoi que ce soit, les deux ensemble vont très très bien et ça va. Vous voyez, c'est que de la matière organique, les deux, et des matières entre guillemets plutôt sèches. C'est-à-dire la paille, le branchage, tout ça c'est plutôt sec, et le fumier, c'est un truc qui peut être humide, mais qui à terme, vous laissez une crotte par terre, elle sèche. Voilà, donc c'est plutôt ce genre de truc là. Vous prenez de la cendre, vous en mettez là-dedans et tout, ça fait tout de suite un truc, une espèce de bouillie. Voilà. Donc le but c'est à chaque fois quand vous rajoutez des matières, déjà qu'elles soient proportionnées les unes aux autres, et que par exemple on ne balance pas des kilos et des kilos de cendre dans un petit bac dans lequel il y a tout ce qu'il faut. C'est tous ces trucs là, ça va alourdir, ça va. Enfin, de toute façon la cendre, on en reparlera peut-être, mais c'est un peu à proscrire, on peut en mettre des petites quantités comme ça, mais il ne faut pas la mettre en grosse quantité, quoi. Donc voilà, ça c'est le terreau, si vous le fabriquez vous-même, et on avait réfléchi à ce qu'on faisait une formation par sur le compost et tout, on pourrait, parce que vous voyez que tout de suite ça ouvre plein de questions, mais bon là vous avez quand même la base de comprendre que vous pouvez utiliser votre terreau, votre compost, mûr, terminé, et de le tamiser, et vous obtiendrez à peu près ce qu'il y a dans les sacs, mais donc on va parler des sacs maintenant. Et juste du vieux migou, si on n'a pas eu le temps de faire du broyat de feuilles qui se décompose et tout ça, là pour le printemps, du vieux migou un peu lessivé, ça peut le faire ou... Alors, du vieux migou seul, ça risque d'être un tout petit peu trop riche, même s'il a été délavé et tout, parce qu'en fait, au final, il reste que du caca, quoi. Et alors, par exemple, s'il a 3 ans, il n'y a pas de problème. Tu vois, s'il est vraiment totalement noir et que ça ressemble plus à du migou du tout, et souvent, un tas de migou comme ça te fera un truc comme ça à la fin. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on rajoute des matières, parce qu'à la rigueur, ça pourrait le faire. Tu vois, tu prendrais du fumier de cheval, tu le laisses décomposer, au bout de 2-3 ans, tu as un truc complètement décomposé, mais qui est vraiment qui comparé à la quantité qu'on en a mis. Et c'est pour ça qu'on rajoute aussi du végétal, non seulement pour l'équilibre de ce que je vous expliquais, mais aussi parce que ça va rajouter de la matière, et ça va rajouter de la quantité, et qu'en fait, à la fin, au final, on aura quand même un bon gros tas de terreau, et on ne se retrouvera pas parce que ça fond vraiment, quoi. Enfin, je veux dire, entre la matière végétale et animale qu'on a mis et ce qu'on récupère de terreau, vraiment, il n'y a pas de proportion, mais c'est vraiment commensurable, quoi. Enfin, nous on fait des gros tas depuis toujours, et à la fin, au début on a un énorme tas, et puis il descend, et quand on l'utilise, il ne reste plus grand chose, quoi. Voilà. Donc il faut imaginer quand même que c'est quand même des quantités, quoi. Pour fabriquer son propre terreau pour les terrines. Un autre truc pour finir juste sur ce truc-là, donc je vous conseille de le faire si vous avez envie de le faire, donc c'est comme ça qu'on fait. Le gros problème, et c'est vraiment un énorme problème, c'est que dans tous les cas, c'est rempli de graines. Et c'est ça. Voilà. Et quand vous allez donner toutes les conditions favorables que je vous ai expliquées, une serre avec une petite serre à l'intérieur, avec un chauffage en dessous, et que vous allez mettre du terreau avec des graines sauvages dedans, vous aurez des graines sauvages, et un petit peu de tomate qui essaie de se battre comme ça au milieu des autres. C'est lequel, vraiment, la tomate vient d'Amérique du Sud, les mauvaises herbes viennent d'ici. Voilà. Donc elles sont totalement adaptées, elles sont 10 fois plus fortes qu'un plant de quoi que ce soit, vraiment de quoi que ce soit, parce que toutes les variétés qu'on met nous dans nos potagers sont des variétés améliorées, voire complètement hybridées, c'est-à-dire des trucs qui n'existent même pas naturellement, ou en tout cas qui sont des vieux... la source ancienne est vraiment très loin. Par exemple, le riz vient des graminées, du chien-dent et tout ça, mais le lien entre le chien-dent et le riz est vraiment très éloigné maintenant génétiquement. Donc voilà. Donc une plante sauvage sera toujours plus forte qu'une plante cultivée. Voilà, c'est tout. Mon père faisait du tabac, et quand il semait son tabac, il avait du terreau, et il mettait une tôle dessous, enfin il chauffait, et là les graines ne sortaient pas, quoi. Voilà, c'est ça.
Alors, donc, il y a la possibilité de faire ça, c'est-à-dire vous avez un terreau naturel que vous avez produit vous-même, qui est rempli de graines. Donc il y a deux choix, soit vous faites un faux semis, donc c'est-à-dire vous l'étalez en fines couches et vous lui donnez toutes les conditions les meilleures, c'est-à-dire un bâcher avec de la lumière, chaud, pour que ce soit le top pour qu'une graine elle germe, comme tout ce que je vous expliquais. Et là les graines vont germer, vous ratissez un peu pour tuer les plantules, et puis on relaisse germer. Puis des fois on peut relaisser germer 3 fois comme ça. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais dans un tas de compost ou de terreau, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de graines, mais vraiment des quantités astronomiques de graines, quoi, qu'on ne voit même plus, qui ne sont pas détectables à l'œil nu, donc vous ne saurez même pas qu'il y avait des graines dedans. Mais il y en a par quantité astronomique. Voilà. Et même si vous faites ça, le faux semis, et que vous le faites 3 fois, et que vous vous dites, bon, la 3e fois, il y a pas de vraiment qui germe, quand vous allez prendre ce truc et que vous allez le mettre dans le complexe qu'on vient de parler, chaud, agréable, qui descend en température, vous allez avoir des nouveaux trucs qui vont sortir dans tous les cas. Voilà. Et en quantité astronomique pareil, parce qu'il y en a un stock incroyable. Voilà. L'autre technique, ce serait de brûler, donc c'est-à-dire soit de passer un chalumeau, un gaz, un truc qui est vraiment très 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 chaud. Et alors, bon, nous c'est ce qu'on devrait faire, parce que si vous voyez dans les semis, à chaque fois c'est la jungle, quoi, on s'est au milieu de la jungle. Donc vraiment, nous on n'est pas pour, mais bon après vous verrez, vous réfléchirez à ce que vous avez envie de faire, mais de cramer tout ce truc qui est rempli de ce que je vous expliquais, micro-organismes, bactéries, champignons, plus êtres vivants, on le réduit à néant, quoi. En faisant ça, on tue tout. Donc voilà, à réfléchir de l'utilité de faire un truc vivant, bon, c'est des phrases un peu abusées, mais pour soi-même le tuer, pour après semer des trucs vivants dedans. Enfin bon, voilà. Moi perso, je suis pas pour, bon c'est mon avis personnel, mais vous faites comme vous voulez, voilà, de prendre un terreau que vous avez fabriqué, du compost, du truc, du machin, pour à la fin lui mettre un coup de flamme pour tout tuer. En fait, vous annihilez toute la richesse que vous aviez produite. Parce qu'après on va venir au sac, on n'y est pas encore, mais quand on va venir au sac, vous allez voir que c'est pas GG, c'est pas génial, c'est vraiment pas super, mais bon, ouais. Mais c'est quand même un truc que vous allez voir qui est pratique. Le truc du compost, c'est que vous allez avoir un truc vivant, avec plein de bactéries, plein de trucs, plein de machins, et que si on les flingue, bon bah franchement ça ne ressemble plus à rien du tout, quoi. Voilà. Donc moi je vous conseille, au final de toutes ces discussions, je vous conseille de ne pas trop fabriquer votre terreau vous-même, parce que vous allez avoir une quantité de germination qui va être dingue comparé à ce que vous allez vouloir. Donc pour vous dire, nous on est vraiment des adeptes du compost, on fait tous nos plants qu'avec ça, on fait des mètres cubes et des mètres cubes de terreau tous les ans et tout. Donc moi vraiment je suis un adepte de ça, donc je ne suis pas dans la dénigration de dire oh, non le terreau c'est nul et tout, ou le compost ça sert à rien. C'est génial, mais par exemple pour la transplantation dans les godets. C'est-à-dire que dès que vous avez ce petit plant qui est bien développé, là vous pouvez le mettre dans un godet avec ce terreau que vous avez fabriqué vous. Parce que il va germer des quantités astronomiques de graines dans tous les cas, mais vous avez un plantule qui est développé, vous avez un plant qui est déjà valide, et, voilà, et vous allez le différencier, surtout lui dès que vous allez le mettre dans le pot, il a plein de racines, il va se mettre à commencer à coloniser le truc au niveau racinaire et puis continuer à grandir, pendant que les petits semis de plantes sauvages qui vont germer, ils vont germer à côté, et ils seront tout petits comparés à lui, donc même si vous ne faisiez rien et que vous laissiez comme ça, à terme, les plantes sauvages vont prendre le dessus, mais pendant un petit mois, elles n'ont pas le temps de prendre le dessus. Et de toute façon, c'est très facile de désherber un godet, parce que vous avez des petites plantules comme ça, et puis votre plante à vous qui est en plein centre au milieu, et puis déjà on les distingue vachement bien, et puis vous enlevez juste les petits semis, tac tac, et c'est réglé. Là, dans une mini-motte de 4 cm sur 4 cm, c'est vraiment difficile d'enlever les petits semis. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille vraiment plutôt d'utiliser des sacs de terreau. Enfin, nous, je vous dis, après 15 ans de travail, ça fait longtemps qu'on fait comme ça, mais on a laissé tomber d'utiliser notre terreau pour les semis, quoi. Parce qu'il y a vraiment trop de graines, ça devient vraiment ingérable. Donc le mieux, c'est d'utiliser des sacs de terreau déjà prêts pour pouvoir faire les semis, parce que là, il y a 0 graines, et on va voir après la pause que malgré que cette matière ne soit pas aussi noble que pourrait l'être un compost, parce qu'il n'y a pas de micro-organismes, de bactéries, de champignons, de mycorhizes, il n'y a pas tout ça, mais au moins c'est un milieu entre guillemets neutre, qui fait que la plantule va pousser, et que tout
va bien se passer et qu'il n'y aura pas un envahissement de la jungle sauvage, quoi. Donc je vous conseille quand même plutôt, surtout que vous avez une petite serre, vous n'avez pas des quantités astronomiques de plants à faire, vous allez acheter 3, 4, 5 sacs de terreau maximum. Nous, pour vous dire, on utilise une quinzaine pour l'année et on produit 20 000 plants. Donc, vous voyez, vu qu'on met dans des... C'est aussi pour ça, on met dans des mini-plaques, mini-mini. Donc la quantité de terreau, vous allez voir, un sac de 70 litres, avant de remplir l'entièreté de mini-motte, il faut vraiment en utiliser beaucoup, quoi. Voilà. Donc, la possibilité de fabriquer votre propre terreau pour faire la transplantation au bout d'un mois dans un godet, c'est super, parce qu'au contraire, là, pour le coup, d'un milieu neutre de terreau basique, elle va se développer dans un milieu rempli de micro-organismes et de bactéries et tout ça, et là, ça va être génial. Autant commencer là-dedans, c'est un peu compliqué pour la germination. Donc après, on parle du terreau en sac. On fait une pause. Et on fait une pause. Ok, super. Alors, vous avez sur la table là-bas du café, de la tisane, des petits gâteaux, donc des clémentines, n'hésitez pas. Voilà, pendant ce temps-là, je vais donner un coup de chauffage ici, aéré, enfin bref, l'un et l'autre. Pour qu'on ne soit pas gelé à la fin. Juste une chose importante, donc la formation est donc financée par la subvention, mais chaque action qu'on fait avec la subvention finance 80% de l'action. Et donc il faut qu'on puisse trouver à récupérer les 20% manquants. Donc on a calculé que ça faisait à peu près 5 € par personne. Si vous ne pouvez pas, vous mettez moins dans la boîte qui est là. Voilà. Et voilà, elle est marquée pour soutenir la salle, parce que c'est une ancienne boîte, on n'a pas le temps, on fait un peu derrière, je sais pas, mais voilà. Et donc cet argent, il sera il va être versé donc, dans le collectif dans Solidarité, et ça témoigne de notre engagement associatif par rapport à ces subventions. Enfin, si vous ne comprenez pas, je pourrais expliquer. Voilà. Merci beaucoup. Et une dernière chose, moi, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin de la subvention, joli, la formation, parce qu'il y a une réunion importante justement pour arriver à soutenir le lieu. Donc je partirai vers midi et quart, midi et demi. Et je pense que ce serait bien d'essayer de prévoir dans pas trop longtemps une réunion des jardiniers pour un peu organiser concrètement tout ça. Robert, voilà. On va en discuter, essayer de se réunir parce que je pense que entre l'achat du matériel qu'on va pouvoir faire dès qu'on aura reçu. Et finir ce qu'on a déjà. Finir ce qu'on a en cours. Il y a des chantiers collectifs, par exemple construire la cabane dans le jardin. Finir la serre. Chez Claude, finir la serre dans le jardin de Biotor. Peut-être donner des coups de main sur d'autres jardins. Voilà, pour envisager des chantiers collectifs, c'est ça qui est joyeux quand on fait du travail ensemble. Super. Pour la fin, tu vas partir avec ton téléphone, il faut trouver quelqu'un qui est rempli, C'est 5 €. non, c'est un dictaphone.